Les grands médias détestent le film Sound of Freedom et pensent qu'il promeut QAnon. Parce que rien ne dit « conspiration marginale », comme dire « kidnapper des enfants, c'est mal ». Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Vous voulez savoir quelque chose qui est apparemment politiquement clivant? Le trafic d'enfants. On pourrait penser que tout le monde est contre, mais on se trompe. La semaine dernière, le 4 juillet, le film indépendant Sound of Freedom est sorti en salle. Et ce fut un grand succès. Mais les grands médias de gauche l'ont détesté. Probablement parce qu'ils détestent Jésus. Ce n'était pas le meilleur Jésus. Bonjour à tous. Si vous ne le saviez pas, le film Sound of Freedom met en scène l'acteur Jim Caviezel qui a également interprété Jésus dans La Passion du Christ. Le film serait basé sur l'histoire vraie de Tim Ballard, un ancien agent du ministère de la Sécurité intérieure qui a quitté son emploi pour sauver des enfants de la traite des êtres humains. Le film a été achevé en 2018 par 20th Century Fox, mais Disney l'a mis de côté après la fusion des deux sociétés. Le service de streaming Angel Group, fondé par des Mormons, l'a récupéré des années plus tard. Ce qui est un peu surprenant, car certains diraient que l'église mormone finançant un film contre la maltraitance des enfants est comme Ronald McDonald parrainant un film contre les hamburgers. Tout le message du film est de montrer à quel point le trafic d'enfants est diabolique et rampant. De sorte que ce film ne devrait vraiment pas être politisé. Mais les grands médias de gauche ont trouvé le moyen de susciter le plus d'indignation possible. Le Rolling Stone a qualifié Sound of Freedom de « film de super-héros pour les pères qui ont un cerveau ». Le Guardian a qualifié le film Sound of Freedom de « thriller proche de QAnon », qui n'est en fait que « paranoïaque ». Et Jezebel a qualifié le film de « fantaisie anti-trafic d'enfants digne de QAnon ». Je dois dire que la lutte contre le trafic d'enfants semble être un excellent fantasme. Bien mieux que les fantasmes écologistes en fourrure, alias les films Avatar. Presque tout le monde relie le film Sound of Freedom à QAnon. Mais pourquoi? Est-ce que la trafiquante d'enfants est Hillary Clinton et qu'elle leur suce le cerveau pour qu'elle et les autres hommes lézards puissent vivre éternellement sur leur base lunaire creuse? Parce que si c'est le cas, je regarderai ce film avec attention et ne mentez pas. Vous le feriez aussi. Si vous ne savez pas ce qu'est QAnon, je vous envie. QAnon a commencé en 2017 sur 4chan lorsque des messages anonymes ont affirmé qu'un agent du gouvernement appelé Q disposait de renseignements de haut niveau sur un réseau mondial de démocrates et d'élites hollywoodiennes. Il allègue que ce réseau mondial est engagé dans le culte de Satan, la pédophilie et même le cannibalisme. Mais ne vous inquiétez pas, Donald Trump a mené une guerre clandestine contre la cabale secrète pendant son mandat. Vous pourriez considérer cela comme risible et stupide, mais les médias grand public prennent cela très au sérieux. Ils qualifient QAnon de théorie du complot, qui a été complètement démystifiée. Je veux dire un groupe d'élites engagées dans la pédophilie, c'est fou. Fou. Mais maintenant, les médias traditionnels cherchent toutes sortes de liens entre ce film et QAnon. Pour ce faire, ils affirment que le film Sound of Freedom est une porte d'entrée vers les théories conspirationnistes d'extrême droite. L'une des plus grandes passerelles est la star principale, Caviezel. Quel est le lien entre Caviezel et QAnon? J'y reviendrai après la pause. Nous sommes de retour. Les médias grand public s'en prennent au film Sound of Freedom en soulignant que Caviezel s'est mis au service de QAnon. Pour prouver leur point de vue, les médias grand public ont fait référence à un nombre de choses que Caviezel a dites lors d'événements passés. L'un de ces événements était la Convention pour Dieu et le pays, la double convention patriotique organisée par la Voix du Patriotique à Las Vegas en 2021. Il s'agissait d'une convention QAnon, ou du moins liée à QAnon. Je commence à penser qu'être lié à QAnon est à peu près aussi significatif que d'appeler quelqu'un un suprémaciste blanc de nos jours. Quelles sont les choses que Caviezel a dites sur QAnon? Nous devons nous battre pour cette liberté authentique et vivre, mes amis. Par Dieu, nous devons vivre et avec le Saint-Esprit comme bouclier et le Christ comme épée, puissiez-vous rejoindre Saint Michel et tous les autres anges pour défendre Dieu et renvoyer Lucifer et ses sbires directement en enfer. Là où ils doivent être. Nous nous dirigeons vers la tempête de toutes les tempêtes. Oui. La tempête est sur nous. Mais pas sans Jésus comme gouvernail. Et comme l'a dit Reagan, le mal est impuissant si les bons n'ont pas peur.
Que Dieu vous bénisse. Son discours pour la Passion du Christ 2 semble très compliqué. Je ne me souviens pas de Reagan dans la Bible. Certains pensent que la tempête à laquelle Caviezel a fait référence était une référence de QAnon au combat dans lequel le président de l'époque, Donald Trump, exposerait et arrêterait le réseau secret de pédophiles cannibales sataniques. Vous savez qu'une théorie du complot existe lorsque même Alex, il rend les grenouilles gays, Jones dit. C'est un peu tiré par les cheveux. S'agissait-il d'une référence à QAnon? Ce n'est pas aussi clair que les gens le laissent entendre. Les internautes ne se concentrent que sur la séquence que j'ai montrée tout à l'heure. Et ils arrivent avec beaucoup d'idées préconçues, comme l'idée que Caviezel appelait à la violence. Gardez à l'esprit que la version de Jésus pour combattre le diable était de rester dans le désert à méditer et à jeûner pendant 40 jours. Si vous regardez l'intégralité du discours, il est clair que Caviezel s'est concentré sur la promotion du film Sound of Freedom, à critiquer l'avortement et à plaider pour la protection de la Constitution et des libertés civiles. S'exprimant en tant que catholique, il a également appelé les gens à ne pas se plier aux libéraux et à rechercher la liberté face au péché et à la faiblesse. Contrairement à ce que de nombreuses personnes voudraient faire croire, il préconisait de lutter contre le mal en général sans recourir à la violence physique. Il voulait donc combattre le mal par des moyens non violents. Je suppose qu'il s'est entraîné à jouer le rôle de Jésus par le biais d'une méthode d'interprétation. Outre ce discours, le sommet de la santé et de la liberté qui s'est tenu à Tulsa en 2021 a également retenu l'attention. Caviezel s'y est principalement attaché à promouvoir le film Sound of Freedom et le travail de Ballard pour mettre fin au trafic d'enfants. Mais ses brefs commentaires sur l'adrénochrome ont attiré l'attention des médias grand public. Il est en train de sauver des enfants en ce moment même, parce qu'ils les sortent des recoins les plus sombres de l'enfer, dans des décharges et toutes sortes d'endroits. L'adrénochrome des enfants. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'adrénochrome, je vous félicite de ne pas passer trop de temps sur Internet. Je vous envie. Voici l'explication de Caviezel. Vous avez dit, adrénochrome. Oui. Essentiellement, vous avez de l'adrénaline dans votre corps, je vais simplifier. Et quand vous avez peur, vous produisez de l'adrénaline. Si un enfant sait qu'il va mourir, son corps va sécréter de l'adrénaline. L'adrénochrome est un composé chimique dérivé de l'adrénaline. Caviezel a expliqué un peu plus en détail ce que les élites veulent faire avec l'adrénochrome lorsque l'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, a demandé ce qui alimentait la demande de trafic d'êtres humains. C'est une drogue d'élite qu'ils utilisent depuis de nombreuses années. Elle est 10 fois plus puissante que l'héroïne et possède des qualités mystiques qui vous font paraître plus jeune. De l'héroïne qui rajeunit? Si c'était vrai, voici à quoi ressemblerait Keith Richards aujourd'hui. Ironiquement, selon QAnon, les élites s'en prendraient alors à son adrénochrome. De nombreuses personnes soulignent que les commentaires de Caviezel correspondent à ce que croient les adeptes de QAnon. Lorsqu'il affirme que les réseaux d'élite veulent trafiquer des enfants pour qu'ils consomment du sang et des organes afin d'obtenir de l'adrénochrome pour prolonger leur vie. QAnon semble ridicule, mais il est facile de comprendre pourquoi certains y croient. D'une part, cela expliquerait la présence de Paul Rudd. Comment un homme de 96 ans pourrait-il avoir l'air aussi fringant? D'autre part, l'adrénochrome n'est peut-être pas ce que les membres de QAnon prétendent qu'il est, mais ce n'est pas comme le Daily Beast voudrait vous le faire croire, une drogue imaginaire. Il y a même une page Wikipédia. Et il y a eu des cas où des enfants ont été victimes de traite pour du sang. Peut-être pas parmi les riches pour autant que nous le sachions, mais certainement parmi les sorcières ougandaises. Et le trafic d'organes existe bel et bien, surtout en Chine. Et puis il y a Jeffrey Epstein. On attend toujours la liste des élites qui ont eu des relations avec des mineurs avec lui. Et ce n'est pas comme si les grands médias avaient déjà changé d'avis sur ce qui était une théorie du complot. Comme toute bonne théorie du complot, tous les éléments sont logiques. C'est la façon dont on les assemble qui devient tout simplement bizarre. Au cours de différents entretiens, il semble que Caviezel mélange le côté conspirationniste des choses avec sa foi catholique lorsqu'il s'agit de choses comme l'adrénochrome, les biolabs ukrainiens, l'assassinat de JFK, et les marionnettistes tels que le Fonds monétaire international et les Rothschild. Il n'est cependant pas mentionné qu'il croit que le gouvernement rend les grenouilles homosexuelles. Il n'est pas étonnant qu'Alex Jones ne s'intéresse pas à QAnon. Outre Caviezel, la star principale du film, les médias grand public s'en prennent également à Tim Ballard, le personnage de Caviezel dans la vraie vie, qui dirige Opération Chemin de fer clandestin, ou OCFC, pour lutter contre le trafic d'enfants. Et ce n'est pas parce qu'il s'est approprié la culture d'Harriet Tubman en l'appelant « chemin de fer clandestin », bien que je ne sois pas sûr à 100% que personne ne soit fâché à ce sujet.
Nombreux sont ceux qui accusent Ballard de colporter les théories conspirationnistes de QAnon. Le Washington Post a rapporté que Ballard a déjà entretenu une théorie virale selon laquelle le détaillant de meubles en ligne UFR vendait des enfants parfois en les entassant dans des armoires de rangement hors de prix. Les affaires médiatiques sont allées plus loin en affirmant que M. Ballard avait légitimé la théorie du complot. Mais cette affirmation est trompeuse. À l'époque, de nombreux groupes de lutte contre la traite des êtres humains ont attiré l'attention en s'engageant dans cette histoire et pas seulement au CFC. Et il est assez clair que l'objectif principal de la réponse de Ballard était d'obtenir un soutien pour lutter contre le trafic d'enfants, et non de déterminer si UFR emballait réellement des enfants. Ballard semble croire, comme moi, que la seule chose dont UFR est coupable est basique. Monsieur Ballard a vu une opportunité dans la manière dont QAnon attirait l'attention sur le trafic d'enfants, mais il a déclaré qu'il voulait fournir des informations réelles afin que les faits puissent être partagés. Outre les liens potentiels avec QAnon, de nombreux médias ont également émis des doutes quant à la légitimité de l'organisation de Monsieur Ballard, notamment en raison de divergences concernant une affaire d'enlèvement présumée à New York. Il n'y a rien de mal à se demander si OCFC n'exagère pas son rôle dans la lutte contre la traite des êtres humains. Il y a de fortes chances que ce soit le cas, mais il semble que les médias grand public soient presque trop désireux de discréditer complètement l'organisation. Les médias ont souligné que OCFC avait fait l'objet d'une enquête pour avoir sollicité illégalement de l'argent, s'être attribué de faux mérites pour des arrestations et d'autres accusations. Cependant, 2 ans et demi plus tard, l'enquête a été close sans qu'aucune charge n'ait été retenue. Les grands médias se concentrent uniquement sur les aspects négatifs. Parce qu'en Amérique, on est toujours coupable jusqu'à ce que l'on prouve son innocence. Ou que cela ne convienne plus à la narration. C'est ça la justice. Mais il semble oublier que Ballard était le coprésident du Conseil consultatif du partenariat public-privé pour mettre fin à la traite des êtres humains. Et que le département d'État a légitimé ses références en tant qu'agent infiltré dans les organisations de trafiquants d'êtres humains. Il y a près de 10 ans, l'opération Chemin de fer clandestin a bénéficié d'une presse publique positive pour une opération d'infiltration à Columbia. C'est autour de cette table que nous allons négocier. Moins de 24 heures après l'atterrissage des agents, les trafiquants présumés sont arrivés sur l'île et l'opération finale de l'équipe d'infiltration a commencé. 54 garçons et filles âgés de 11 à 18 ans ont été accueillis pour ce qui a été présenté comme une partie de jambes en l'air. Cette transaction n'a jamais abouti. 25 agents spéciaux colombiens ont pris d'assaut la fête, arrêtant 5 suspects, 4 hommes et une ancienne reine de beauté, tous accusés de trafic d'enfants. Je suppose que l'angle de vue de la presse dépend de l'histoire en cours. Caviezel semble donc croire au moins en partie à l'histoire de QAnon et Ballard s'y est engagé une fois sur les médias sociaux. Comme tout le monde. Qu'y a-t-il dans le film ? Je vous le dirai après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à tous. Les grands médias s'acharnent à dénigrer Caviezel et son film en utilisant QAnon. Tout comme ils le font avec RFK Jr. et son point de vue sur les vaccins. Vous pouvez être d'accord ou non avec les opinions de Caviezel et vous pouvez poser des questions sur Ballard et son organisation. Mais cela devrait-il vraiment affecter votre appréciation de Sound of Freedom en tant que film ? Pour beaucoup de gens, non. Pour les grands médias, il vaut mieux. Sinon, vous êtes un maniaque de droite. Oh, les médias ne changent jamais. Les questions médiatiques, par exemple, donnent l'impression que les conspirations de QAnon sont à la base du film Sound of Freedom. Sound of Freedom se concentre sur un problème réel, le trafic sexuel. Mais ce thème, c'est en quelque sorte le noyau de vérité qui alimente la théorie du complot de QAnon. Nous savons que le trafic est réel, il y a de vraies victimes, personne ne le nie. Mais ces films sont le fruit d'une panique morale. Ils s'appuient sur de fausses statistiques. Ils sont créés à partir de la peur. Et avec un film comme Sound of Freedom, il s'agit en fait de s'inspirer des concepts de QAnon sur ces réseaux de trafic d'enfants qui sont dirigés par les élites de haut niveau. Mais ne vaudrait-il pas mieux s'inquiéter excessivement du trafic d'enfants plutôt que de s'en inquiéter trop peu ? Par exemple, si je vous disais qu'il y avait une araignée dans un sandwich d'un plateau lors d'une fête, ne devriez-vous pas avertir les gens de vérifier sous le pain avant d'en parler davantage ? Surtout si cette araignée est pédophile. Et moi qui pensais que je ne pouvais pas détester davantage les araignées. En outre, c'est un pas de géant que d'affirmer que Sound of Freedom vise à promouvoir les idées de QAnon.
Je suppose qu'ils ont peur que cela encourage plus de gens à croire aux théories conspirationnistes de QAnon sur les élites libérales pédophiles et cannibales qui dirigent des réseaux de trafic d'enfants pour obtenir de l'adrénochrome. Mais si l'on considère que tant de gens aiment Sound of Freedom, relier le film à QAnon semble être la dernière chose que les médias grand public devraient faire. Ce serait comme dire « Vous aimez Nirvana ?» Eh bien, le chanteur était un grand fan d'héroïne. Et ce produit est très facile à obtenir et à consommer. Mais n'essayez pas. Caviezel semble espérer personnellement que le film Sound of Freedom incitera les gens à prendre conscience de choses telles que l'adrénochrome et le prélèvement d'organes. Mais Sound of Freedom ne dépeint rien de tel, ni même l'idée qu'il existe un réseau secret de pédophiles et d'élites cannibales. Même les grands médias comme le Washington Post l'admettent. Les méchants du film sont des criminels de droit commun, pas la cabale occulte des occultistes imaginés par les QAnoniens. Le Guardian admet également qu'il n'y a pas d'alarmisme dans le film, bien qu'il essaie de soutenir qu'il se cache dans l'ombre. Oui, ils ont peur qu'un film vous fasse penser à des choses qui ne sont pas dans le film. Pourtant, certains insistent sur le fait que QAnon est bel et bien représenté dans le film, d'une manière ou d'une autre. C'est le cas par exemple lorsque des papillons apparaissent à l'écran. Certains pensent qu'il s'agit d'une référence à la conspiration de QAnon selon laquelle le Centre national de papillons serait lié au trafic d'êtres humains. Cela ressemble à un délire paranoïaque. Je commence à penser que les médias grand public sont aussi fous que QAnon. Le bon côté des choses, c'est qu'avec tout ce succès, nous aurons peut-être une suite à Sound of Freedom avec Hilary et le peuple lézard sur leur base lunaire creuse. Sérieusement, vous savez que vous la regarderiez. Que pensez-vous du film Sound of Freedom? Avez-vous regardé le film? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de spectateurs comme vous. Si vous souhaitez nous aider à diffuser des informations non partisanes, il vous suffit $1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/americauncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.那些很正式的衣服就在当地那是很坚定。Un être éveillé du nom de Jésus était très actif dans la région de Jérusalem vers l'an 30 de notre ère. Il guérissait gratuitement les gens de leurs maladies et parlait de la vérité sur le royaume des cieux. De plus en plus de gens ont commencé à croire en lui et à le suivre. 2 milliers d'années plus tard, nous ne pouvons appréhender ce personnage légendaire qu'avec un nombre limité d'archives historiques et par des œuvres d'art. En 1999, un film sur la vie de Jésus a circulé discrètement parmi les pratiquants de Falun Gong en Chine. Le 25 avril, les pratiquants se sont réunis devant le bureau d'appel du Conseil des affaires de l'État de Zhongnanhai pour clarifier la vérité et peu après, l'information sur une répression imminente s'est amplifiée. Les pratiquants de nombreuses régions étaient harcelés pendant leurs exercices collectifs quotidiens. La police mettait certains coordinateurs de centres d'assistance sous surveillance et même fouillé et perquisitionné leur domicile. Les médias étrangers ont rapporté l'intention du comité central du PCC de renoncer à 500 millions de dollars excédentaires en échange de l'extradition de M. Li Hangzhe. L'histoire et la réalité se confrontaient de façon inattendue. La situation était très tendue à l'époque. Quel point de vue les disciples devaient-ils adopter dans de telles circonstances? Une scène du film Jésus-Christ m'a profondément touché. Une fois Jésus a traversé la mer avec ses disciples. Il y avait de nombreux disciples sur le bateau. Jésus s'était endormi. Alors que les disciples ramaient, une grosse tempête s'est levée. Il semblait que le bateau allait se renverser. Les disciples attendaient anxieux que Jésus se réveille. Mais Jésus continuait de dormir. Ils ont eu si peur qu'ils ont dû réveiller Jésus. Jésus est monté sur la proue et a réprimandé le vent et la mer et fit cesser le vent. Immédiatement, tout est redevenu normal. Alors les disciples ont été soulevés d'enthousiasme. Mais Jésus s'est retourné, l'air très sérieux. Il a demandé aux disciples « Où était votre foi ?»
La question de Jésus m'a réellement touché. Il m'est apparu que quand les disciples d'une voie droite ou d'une religion droite rencontrent de telles tribulations, la même question se pose. As-tu la foi? En fait, rien ne compte si tu n'as pas la foi. Tu peux ne rien faire, tu peux rentrer dormir, tu peux continuer ton travail et faire tout ce que tu veux, cela n'a aucun impact. Mais la question cruciale est que si tu as la foi, tu pourras faire face à des situations de danger de mort. Durant cette période, Jiang Zemin a émis fréquemment des instructions au sujet du Falun Gong. Le 25 avril au soir, en son nom de secrétaire général du comité central du PCC, il a envoyé une lettre aux membres du comité permanent du Politburo et à d'autres responsables. Il a qualifié l'activité du 25 avril d'incident politique secrètement orchestré. Le 8 mai, Jiang a écrit à nouveau au Politburo central, au département du secrétariat et à la commission militaire centrale en critiquant le Falun Gong. L'état d'esprit de Jiang Zemin mérite d'être examiné car en réalité cet incident du 25 avril avait déjà été résolu. Le Premier ministre Zhou avait rencontré les pratiquants et il avait été clairement indiqué qu'il s'agissait d'une mésentente entre citoyens. Le comportement de Jiang Zemin était étrange. Sur un coup de tête, il a écrit une lettre au Politburo, laquelle a été publiée plus tard dans le quotidien du peuple. Il s'agissait des théories de Mao, Deng et Jiang lui-même sur l'idéalisme par opposition au matérialisme. En fait, Jiang a pratiquement copié la lettre de Mao. La lettre de Mao de 1954 sur le roman Le rêve dans le pavillon rouge a déclenché un mouvement condamnant Hu Shi. C'était un mouvement idéologique, comme le matérialisme contre l'idéalisme, qui a toujours été un problème de doctrine idéologique. Maintenant, Jiang clamait que le Falun Gong représentait l'idéalisme et que combattre le Falun Gong représentait la lutte entre le matérialisme et l'idéalisme. Le 7 juin, Jiang Zemin a prononcé un discours à la réunion du Politburo accusant le Falun Gong d'avoir un contexte politique profond et un contexte international compliqué et comme étant l'incident le plus grave depuis les troubles politiques de 1989. Ce discours a été transformé en un document secret et communiqué au sein du Parti communiste. Le comité central du PCC a décidé de persécuter le Falun Gong en se basant sur ce document secret. 3 jours plus tard, le 10 juin, sous le contrôle de Jiang Zemin, le bureau central de contrôle concernant la question du Falun Gong a été instauré avec Li Langqin à sa tête et Luo Gan et Jing Guangten comme directeur adjoint. Par la suite, ce fut le désastreux bureau 610. 4 jours plus tard, l'agence de presse Xinhua et CCTV diffusait simultanément le message suivant. Le 14 juin, l'agence de presse Xinhua a publié les discours prononcés par les chefs des 2 bureaux d'appel, le bureau d'appel du comité central du PCC et le bureau d'appel du Conseil des affaires de l'État, quand ils ont rencontré les pétitionnaires du Falun Gong. Le premier point était que récemment, des gens ont répandu des rumeurs, que les instances de la sécurité publique étaient sur le point de lancer la répression du Falun Gong et que les membres du parti et les fonctionnaires n'étaient pas autorisés à pratiquer le Falun Gong. Il a dit que ce n'étaient que des rumeurs, faites par un petit nombre de personnes avec l'intention inavouée de provoquer un incident. Nous pouvions donc comprendre que, puisque les 2 responsables des bureaux d'appel avaient parlé ainsi, cela voulait dire sérieusement aux gens que le parti et le gouvernement autorisaient la liberté de pratiquer et la liberté de croyance. Tu peux pratiquer, tu peux ne pas pratiquer, tu peux croire, tu peux ne pas croire, tu peux pratiquer n'importe quelle méthode. Cependant, après le 14 juin, la liberté de pratiquer le Falun Gong a été réprimée davantage. Quand nous nous rassemblions pour les exercices collectifs du samedi, les voitures de police étaient là pour filmer tous les pratiquants. Alors que les pratiquants de Falun Gong subissaient en silence harcèlement et traitements injustes, les préparatifs d'une répression à grande échelle étaient en cours. Le 22 juin, une équipe de production de l'émission Lumière de la science de Wuhan, commandée par le ministère de la Sécurité publique, est allée dans la ville natale de M. Li Hongzhi, à Changchun, dans la province du Jilin, dans le but de recueillir et de fabriquer des documents pour calomnier M. Li Hongzhi. Cependant, les soi-disant documents étaient en fait les mêmes fausses accusations proférées par quelques individus de Changchun. Ces accusations avaient été clarifiées 4 ans plus tôt par l'Association de recherche scientifique sur le Qigong. Monsieur Ye avait participé à cette enquête à l'époque. Un des prétendus chefs d'accusation était que M. Li Hongzhi avait volé le système de Qigong d'autres personnes. Comment ça voler? On affirmait que M. Li Hongzhi ne connaissait rien au Qigong, qu'il avait arrangé le travail d'un autre après avoir participé à son stage et l'avait réorganisé comme étant le sien.
Il existe même une preuve. Monsieur Lee a une attestation de ce stage de Qigong. Finalement, lorsque nous sommes allés voir cette personne qui avait tenu le stage à l'époque, nous avons appris que celui-ci, après avoir appris la méthode de Monsieur Lee Hongzhi, l'avait trouvée ô combien meilleure que la sienne. Il avait depuis longtemps commencé le Falun Gong. De plus, il avait cessé d'enseigner son propre Qigong depuis longtemps. Quand nous lui avons parlé de l'accusation, il a dit « C'est très simple, allons le voir ensemble ». Alors nous sommes allés ensemble voir le directeur de l'association de Qigong. Il lui a dit « J'étais à la tête de la méthode en question. Savez-vous pourquoi je me suis fait discret ces 2 dernières années ? C'est justement parce que j'ai commencé à pratiquer le Falun Gong qui est ô combien meilleur que ma méthode. Donc je vous confirme que le Falun Gong n'a absolument aucun problème. Il a dit que le Falun Gong est bon dans tous les domaines. » Ainsi, tout était clair pour eux. Cela avait déjà été résolu il y a longtemps. Eux-mêmes ont confirmé que c'était réglé, pourtant ils voulaient changer la décision rendue. Cela n'a aucun sens. Depuis la mi-juin, tous les niveaux des services du gouvernement et des entreprises d'État ont été informés en interne par le Parti communiste de ne pas fournir de lieu pour les exercices aux pratiquants de Falun Gong et de demander aux membres du Parti communiste, de la Ligue de la jeunesse et aux fonctionnaires d'arrêter de pratiquer le Falun Gong. En juillet, CCTV, à la demande du bureau 610, a commencé une émission intitulée « La vérité au sujet de l'incident du 25 avril à Zhongnanhai ». Le quotidien du peuple a aussi commencé à publier une série de prétendus éditoriaux sur le thème « Honorer la science et briser les superstitions ». À ce moment-là, un mouvement de répression lancé personnellement par Jiang Zemin dans le but d'éradiquer totalement le Falun Gong a été déclenché. L'opération a commencé au niveau militaire. Mon père était parmi les 5 pratiquants de Falun Gong qui sont entrés à Zhongnanhai le 25 avril pour parler à la direction centrale. Il était aussi un haut officier dans l'armée. La nuit de cet appel pacifique, quand il est rentré chez lui, ses supérieurs de l'armée l'attendaient. Depuis cette nuit-là, il a été placé en résidence surveillée. Plus tard, le 1er juillet au soir, mon père a été emmené par son corps d'armée. Et depuis, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. À ce moment-là, M. Li Hongzhi était invité à Chicago, dans le Midwest des États-Unis, pour une conférence de partage d'expériences de cultivation du Falun Dafa. La cultivation est pratique et l'élévation des élèves est ce que M. Li Hongzhi a le plus à cœur depuis toujours. Le 25 juin, dans le centre James Thompson, au centre-ville de Chicago, le gouvernement de l'État de l'Illinois a honoré M. Li Hongzhi avec le prix pour service distingué en reconnaissance de son dévouement altruiste envers les gens et du succès du Falun Dafa dans l'amélioration de la santé des gens. Ils ont dédié cette journée comme étant la journée de Li Hongzhi à Chicago. Ce jour-là, les pratiquants assistant à la cérémonie de remise des prix avaient déjà ressenti l'atmosphère tendue avant la répression. À l'époque, nous avons souvent reçu des courriels de menaces disant « Vous allez tenir la conférence de Fa à Chicago. Nous allons faire ceci et cela pour la saboter. » Au moment de la conférence à Chicago, nous étions très tendus. La conférence de partage d'expériences de cultivation a eu lieu le lendemain de la cérémonie de la remise du prix. À la fin de la conférence, M. Li Hongzhi a répondu aux questions des élèves comme d'habitude. M. Li Hongzhi a lu la question suivante. Un disciple, permettez-moi de demander au maître, quand Jésus était sur le point d'être crucifié, que faisaient ses disciples ? Maître, veuillez passer le message aux hommes de ce monde et aux cieux. Nous, les disciples de Dafa, ne permettrons absolument jamais qu'une telle chose se produise. Merci à tous. Les pratiquants ne doivent pas être affectés par les pensées humaines. Vous êtes des pratiquants. Ce simple échange entre le maître et les disciples a transmis incidemment le message suivant. Les disciples de Dafa ne vont pas fermer les yeux sur la persécution de Dafa et du maître. En tant que maître de Dafa, M. Li a demandé à ses disciples de juger tout selon les critères de l'état d'esprit qu'un pratiquant doit avoir. À partir de ce moment-là, le passé historique se différencie de la réalité qui est en train de se produire. À la fin de la conférence, les élèves se sont levés et ont fait leurs adieux à M. Li Hongzhi. Dans n'importe quelle circonstance difficile,
Vous devez tous garder un cœur stable. Simplement en ayant un cœur inébranlable, on maîtrise 10 000 agitations. Ce sont les dernières paroles que M. Li Hangzhe a dites à ses disciples avant que la répression totale ne commence. Monsieur Li était présent à l'exercice collectif des pratiquants le lendemain à Olive Park, dans le centre-ville de Chicago. Le maître et les disciples n'allaient plus avoir l'occasion de se rencontrer avant plus d'une année. Cela ne faisait que 7 ans que l'enseignement de Dafa avait été présenté au public. Ces disciples qui ont commencé à pratiquer il y a peu allaient-ils pouvoir résister à l'épreuve brutale qui s'annonçait ? Alors, à quel genre de force voulant les réprimer, M. Li Hangzhe et ses disciples allaient-ils devoir faire face? Un ancien responsable communiste chinois a fait l'observation suivante. Le Parti communiste chinois a développé un système strict depuis sa création il y a environ 80 ans. À travers ces 50 ans de dictature, ce système s'est transformé en un outil maniable sous la justification de l'état de droit. Aucun autre régime au monde ne peut utiliser l'appareil de l'État pour contrôler et réprimer son propre peuple sans aucune contrainte, comme peut le faire le PCC. La Chine a la plus grande armée du monde, une police armée, des forces de la sécurité publique, des centres de détention et un système pénitentiaire, ainsi que plus de 2000 journaux, magazines, chaînes de radio et de télévision et d'autres organismes de propagande contrôlés par l'État. CCTV compte à elle seule 12 chaînes de télévision. Elle couvre 90% de la population du pays avec plus de 1,1 milliard de téléspectateurs. Elle a une couverture mondiale grâce à des transmissions par satellite en chinois, anglais, français et espagnol, ainsi qu'en cantonais, en dialecte minnan et en d'autres dialectes. Les personnes qui ont vécu cette tempête peuvent encore se remémorer cet été à Pékin. Le soleil brûlait dans le ciel et il faisait exceptionnellement chaud. Au petit matin du 20 juillet, des arrestations concertées des coordinateurs du Falun Gong ont été menées dans plus de 30 provinces et villes. Soudain, une répression totale a commencé. Jiang Zemin comptait pouvoir conclure rapidement cette bataille et clamait qu'il allait pouvoir éliminer le Falun Gong en 3 mois. Journaux, magazines, chaînes de radio et de télévision ont commencé à publier et diffuser en boucle 24 heures sur 24 des articles et programmes critiquant et condamnant le Falun Gong. Depuis les villes jusqu'aux zones rurales reculées, la police a forcé les masses de pratiquants à quitter les points de pratique et à emmener en voiture de police ceux qui ne voulaient pas céder. La police locale, dirigée par des comités de quartier, a fouillé les maisons des pratiquants les unes après les autres et leur a ordonné de renoncer à leurs croyances et de remettre ou de détruire les livres et le matériel audio et vidéo du Falun Gong. Jiang Zemin a déclaré « Je ne crois pas que je ne puisse pas me débarrasser du Falun Gong ». De nombreux sociologues ont prédit, avec la puissance du gouvernement chinois, le Falun Gong ne tiendra pas une semaine. Face à cette terrible tempête, de nombreux pratiquants ont ignoré les interdits et sont allés à Pékin faire appel pour le Falun Gong. Ils étaient tous conscients des conséquences possibles, mais ils n'ont pas voulu faire demi-tour. Nous étions à la maison en train de regarder les nouvelles quand mon mari m'a appelé. Il a demandé « As-tu vu les nouvelles ?» J'ai répondu « Je suis en train de les regarder ». Il a dit « Tu sais, dans ce pays, il n'y a pas de justice. Quand ils étiquettent quelque chose d'organisation illégale, la répression est probablement imminente. Vous, les pratiquants, devez être prudents. Ne vous mettez pas en avant. Le Parti communiste est toujours sans pitié. » J'ai dit « Je sais ce que je dois faire. Ne t'inquiète pas. » Après avoir posé le téléphone, nous 5 sommes partis. Aucun d'entre nous n'a emporté ni clé ni argent. Nous étions en tenue de pratique des exercices. Nous avons pris un taxi et nous sommes partis. À ce moment-là, nous nous attendions à ne pas pouvoir revenir. Le centre sportif de Fangtai, situé dans le sud-ouest de Pékin, est un complexe sportif moderne construit pour accueillir les 11e Jeux asiatiques. Les bâtiments du centre sportif occupent une superficie de 220 000 m². Pendant les quelques jours qui ont suivi le 20 juillet 1999, il est devenu de facto le centre de détention des pratiquants de Falun Gong faisant appel. Voici ce qui s'est passé là-bas. Le stade Fangtai était rempli de pratiquants.
y compris les gradins. Nous n'avions pas de nourriture du matin jusqu'au soir. Alors que les gens pouvaient entrer et sortir librement, puisque les portes étaient ouvertes, personne n'est parti. Nous avions le sentiment que nos voix n'avaient pas été entendues. Le gouvernement n'a donné aucune explication en interdisant et réprimant à sa guise. Ce n'était pas acceptable. Donc, avec ce genre de pensée, personne n'est parti. Vers 20 h, à la tombée de la nuit, la police a commencé à disperser les pratiquants en utilisant la force. Oh là là, j'ai vu un policier traîner une femme par ses habits, exposant sa poitrine. D'autres traînaient les gens par les cheveux. Je me rappelle quand la police jetait les gens dans le bus. Nous nous tenions bras dessus, bras dessous, et nous encouragions à ne pas les laisser nous séparer. Nous n'arrêtions pas de répéter, ne pas rendre les coups quand on nous frappe, ne pas rétorquer quand on nous insulte. J'étais très touché. Je me suis demandé comment se sentait la police. Ainsi étaient les pratiquants de Falun Gong qui cultivaient selon authenticité, bienveillance, tolérance. Ils n'ont jamais eu recours à la violence dans cette situation très tendue. 4 ans plus tard, à un rassemblement à Washington, D.C. pour commémorer le 20 juillet et pour demander la fin de la persécution, nous avons rencontré de nombreux pratiquants qui avaient fait appel à Pékin. En se remémorant leur expérience extraordinaire, voici ce qu'ils ont dit. Nous, les pratiquants, n'avions pas peur. Nous avons fait nos exercices et la méditation sous une chaleur accablante. Nous avions le cœur vraiment paisible. Nous leur avons raconté nos histoires. Nous sommes restés là pendant 3 jours d'affilée, les 20, 21 et 22 juillet. De nombreux pratiquants étaient venus de tout le pays. Je pensais que puisque nos coordinateurs avaient été arrêtés, nous étions tous des coordinateurs. Les disciples du Maître ont tenu bon comme un seul corps. Ils étaient vraiment invincibles. Ils ont laissé une bonne image partout où ils sont allés. On ne peut pas s'empêcher d'être rempli d'admiration. Des centaines de milliers de pratiquants de Falun Gong ont essayé de se rendre à Pékin pour faire appel après le 20 juillet. Le bureau 610 a exigé des gouvernements locaux d'empêcher à tout prix les gens de faire appel. L'armée est entrée dans un état de préparation au combat de niveau 1. Comme toutes les routes principales de Pékin étaient soumises à un blocus strict, de nombreux pratiquants se sont rendus à pied ou à bicyclette, traversant les collines et les montagnes. Parmi toutes les histoires entendues, il y avait celle des 9 paires de chaussures. Dans le but d'aller faire appel à Pékin, un vieux monsieur a mis 2 mois à user 9 paires de chaussures pour aller à pied du Sichuan jusqu'à Pékin. Tout ce qu'il voulait, c'était s'exprimer en faveur de la justice et dire « Falun Dafa est bon ». L'histoire d'un pratiquant qui a voyagé à pied, qui a usé 9 paires de chaussures et a finalement atteint Pékin pour faire appel, a touché mon cœur très profondément. Je n'ai pu retenir mes larmes quand j'ai lu les paroles de cette chanson. La mélodie à composer m'est venue naturellement. Monsieur Li Hongzhe nous a demandé d'être de bonnes personnes. Nous voulons seulement être de bonnes personnes. Nous suivons le principe authenticité, bienveillance, tolérance, parler vrai, agir vrai. Pour ces pratiquants ordinaires, leur voyage à Pékin est inoubliable. Grâce à leur voyage, ils ont personnellement pratiqué et expérimenté le principe universel d'authenticité, bienveillance, tolérance. Les médias étaient remplis d'insultes et de calomnies. Cependant, une entité diffusait avec ténacité la voix des pratiquants de Falun Gong. Il s'agissait d'un site web lancé 1 mois plus tôt. Il dépendait d'un seul ordinateur, PC 486, et de lignes téléphoniques pour transmettre les informations. Il a brisé les couches successives du blocus d'Internet et a permis aux pratiquants de Falun Gong du monde entier de se rassembler pour relever le défi.
Le site Minghui a été officiellement lancé en juin 1999. Au début, il y avait au moins 500 emails entrant chaque jour, sans compter les fax et les appels téléphoniques. Le site web a attiré l'attention des gens dès le début. Cela prouve que ce canal d'information était très important pour les gens. La répression a été rendue publique à la fin du mois de juillet. La chasse à l'homme, à l'échelle nationale, a commencé dans la soirée du 19 et s'est poursuivie jusqu'au 22 juillet. Puis, il y a eu le blocus de l'information et le blocus d'Internet. À l'intérieur du pays, tous les emails ont été bloqués, y compris les messageries 263.com et 263.com, sous prétexte de maintenance. À ce moment-là, tout à coup, échanger de l'information était difficile. On vous bloquait non seulement pour envoyer de l'information, mais on vous empêchait aussi d'en recevoir. Cela prouve combien il était important pour eux, pour pouvoir lancer et maintenir la répression, de ne pas laisser les gens connaître la vérité et de ne pas les laisser obtenir des informations. De nombreuses personnes ont imprimé des articles du site Minghui et les ont apportés dans les campagnes et les petites villes. Comme vous le savez, beaucoup de pratiquants ont été arrêtés au début de la persécution. Chaque jour, de nombreux pratiquants étaient arrêtés et brutalement battus en plein jour, en public, dans les bureaux d'appel ou sur la place Tiananmen. À cette époque, beaucoup de pratiquants ne savaient pas comment gérer cette situation. Plus tard, certains pratiquants ont apporté des articles de Minghui qui partageaient les expériences des pratiquants sortis pour faire appel et ensuite battus dans les centres de détention, mais qui allaient faire appel de nouveau une fois dehors. Ils ont beaucoup réfléchi. Alors ils ont vécu beaucoup de souffrances et de mauvais traitements difficiles à supporter pour un être humain. Ces pratiquants ont surmonté cela avec un cœur calme. Si quelqu'un peut réellement arriver à faire cela, alors il est déjà conscient que s'il vient à Pékin, ce n'est pas pour lui-même. De nombreux disciples ont compris ce qu'ils devaient faire après avoir lu ces articles. Pendant cette période, M. Li Hongzhi a été fréquemment interviewé par des médias internationaux et il a constamment expliqué que le Falun Gong ne constitue une menace pour aucun régime. Au contraire, le Falun Gong offre de nombreux bienfaits à tous les gouvernements, au peuple et aux nations et il est totalement inoffensif. Le 22 juillet, le site Minghui a publié la lettre de M. Li aux responsables du gouvernement chinois et aux dirigeants du PCC. Dans cette lettre, M. Li demande au gouvernement chinois de ne pas mettre en œuvre une politique visant à réprimer les innocents pratiquants de Falun Gong, mais de résoudre les problèmes par un dialogue pacifique. Il avait déjà anticipé que la persécution cruelle et inconsidérée des pratiquants serait finalement un désastre pour le pays et son peuple, et ce n'était le souhait d'aucune personne bienveillante. Il y avait un petit parc connu sous le nom de Petite Place Tiananmen en face de l'ambassade de Chine au 2300 Connecticut Avenue, Washington, D.C. Le 20 juillet 1999, quand les pratiquants de Falun Gong en Chine se dirigeaient vers Pékin, les pratiquants en dehors de la Chine se sont rassemblés sur la Petite Place Tiananmen. À ce moment-là, nous avons eu l'inspiration d'établir un dialogue avec le gouvernement chinois. Nous voulions dire la vérité aux membres du Congrès afin qu'ils puissent nous aider à établir un dialogue avec le gouvernement chinois. Le Capitole des États-Unis se trouve à environ 5 km au sud-est de l'ambassade de Chine. Des deux côtés de ce bâtiment emblématique se trouvent Constitution Avenue et Independence Avenue, chacune arborant 3 immeubles de bureaux. Ce sont les bureaux des 100 sénateurs et des 437 membres de la Chambre des représentants pour les 50 États. La plupart des pratiquants de Falun Gong n'étaient jamais venus là auparavant. C'était l'été. Quand nous avons entendu parler de la répression, nous avons roulé toute la nuit jusqu'à Washington, D.C. Mais nous étions encore en short et en t-shirt. Comme le Congrès des États-Unis est un lieu officiel, j'ai emprunté une chemise à un pratiquant et j'ai acheté un pantalon. À vrai dire, je n'avais aucune idée où se trouvait le gouvernement des États-Unis. Où était le Congrès? Je n'en avais aucune idée. Je ne connaissais pas la différence entre le Sénat et la Chambre.
Quand nous sommes arrivés là-bas, nous leur avons parlé du Falun Gong et comment les gens bénéficiaient physiquement et mentalement de la pratique du Falun Gong. Nous leur avons dit à quel point cette répression était répandue et que de nombreuses personnes avaient été arrêtées. Alors que les pratiquants du monde entier cherchaient activement à dialoguer avec le gouvernement chinois et à trouver une solution pacifique à la crise, le moment le plus sombre de l'histoire de l'humanité a eu lieu le 29 juillet 1999. À cette époque, de nombreux disciples étaient venus de tout le pays. Nous étions allés dans un hôtel. Alors que nous nous préparions à apporter des documents au Congrès, un disciple est entré précipitamment et nous a dit que le gouvernement chinois avait déclaré que notre maître était une personne recherchée. Nous étions sous le choc et la pièce entière est soudain devenue silencieuse. La nouvelle était sans aucun doute une épreuve difficile pour les pratiquants de Falun Gong confrontés aux tribulations. L'escalade de la situation, de la répression, a fait que les gens ont commencé à réfléchir sérieusement au chemin qu'ils allaient prendre. Pourquoi est-ce que tu cultives et pratiques en fin de compte? Vas-tu continuer à pratiquer face à une pression et une persécution aussi forte? Si tu cultives, alors pourquoi tu cultives? C'est une question incontournable pour chaque pratiquant. Nous nous préparions à tenir une conférence de presse. Je devais me poser la question, que dois-je dire à la conférence de presse? Que devrais-je dire aux gens? Pourquoi suis-je venu ici? Je devais répondre à ces questions pour moi-même. Puis j'ai compris que mon comportement devait répondre aux critères établis par le Falun Dafa et le maître. Je suis ici pour pratiquer authenticité, bienveillance, tolérance. Je suis ici pour dire la vérité, pour que cette bonne chose puisse bénéficier à tout le monde, pour ne pas laisser diffamer une bonne chose et laisser croire que c'est une mauvaise chose. Pendant 2 semaines, des centaines de pratiquants du monde entier se sont affairés dans les rues de Washington. Ils se sont rendus dans de nombreux bureaux du gouvernement des États-Unis, des médias et plus de 170 ambassades étrangères. Afin de faire connaître cette persécution en Chine à plus de gens, les pratiquants ont organisé un certain nombre d'activités au National Mall de Washington sous la chaleur torride de l'été. Beaucoup d'entre eux faisaient partie de l'élite, en plus d'être des immigrants qui avaient travaillé dur pour s'implanter dans leur nouveau pays d'adoption. Cette persécution soudaine les avait aussi obligés à prendre des décisions importantes dans leur vie. J'étais très occupé à l'époque. Quand je suis parti pour DC en toute hâte ce jour-là, je n'ai pas eu le temps d'informer mon patron. Mon patron m'a envoyé un courriel pour me dire que je ne pouvais pas faire cela. J'ai vu le courriel l'après-midi du jour où je suis retourné au bureau. Après avoir réfléchi, je lui ai écrit une longue lettre. J'ai dit qu'aux États-Unis, la liberté, les droits de l'homme, la liberté de religion et de croyance, tout cela est considéré comme des droits octroyés par le ciel qu'on reçoit à la naissance. Mais en Chine, des gens payent de leur vie pour jouir de ces droits qui sont naturels pour les Américains. Ce que j'avais fait, c'était pour mes compatriotes chinois, pour qu'ils aient ces mêmes droits. Le lendemain, mon patron m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit qu'il avait compris. Il m'a demandé de l'informer à l'avance si de telles situations se présentaient à nouveau. Une fois l'attachement aux résultats ainsi que la préoccupation des intérêts personnels abandonnés, les efforts désintéressés des pratiquants ont gagné le respect et le soutien du monde entier et ont complètement brisé la tentative de Jiang Zemin d'éliminer le Falun Gong en 3 mois. C'était exactement comme ce que M. Li Hangzhe avait dit. Dans l'histoire, aucun de ceux qui persécutent la croyance droite n'a jamais connu le succès. Une fois passés les premiers mois de la répression violente, les pratiquants ont commencé à réfléchir sérieusement aux questions suivantes. Quelle est la nature de cette répression? Comment fallait-il se cultiver dans cet environnement?
Bienvenue, ceci est un épisode spécial de NTD. NTD a l'honneur et le privilège unique de publier 2 articles de Monsieur Li Hongshue. Pourquoi l'humanité existe-t-elle et pourquoi faut-il apporter le salut aux êtres? Li Hongshue est le fondateur du Falun Dafa, une pratique spirituelle qui compte des millions de pratiquants et de sympathisants dans le monde. Cette pratique est focalisée sur la vérité, la compassion et la tolérance. En plus d'offrir à nos téléspectateurs des informations non censurées et impartiales, nous promouvons également ce que nous croyons être des valeurs universelles qui élèveront notre public. Nous sommes heureux de vous présenter son dernier article. Pourquoi faut-il apporter le salut aux êtres? Pourquoi le Créateur veut-il apporter le salut aux êtres? À cause de son amour pour eux, parce que c'est lui qui leur a donné la vie. En cette phase finale de la fin du cycle du corps céleste de formation, stabilité, dégénérescence, destruction, le Créateur a utilisé 200 millions d'années pour créer les 3 mondes, pour planifier les différentes formes et occasions d'affinité afin que les êtres soient sauvés. En même temps, il a posé les bases de la culture, des pensées et des comportements de l'humanité. De plus, il a utilisé son corps divin pour réduire et résoudre le karma des péchés des êtres. Il a tout donné de lui pour sauver les êtres, pour que les hommes puissent atteindre les exigences des divinités au moment du commencement du salut des êtres, à la phase finale de la fin. Au cours de ces 200 millions d'années, le Créateur s'est réincarné dans ce monde d'innombrables fois en se démultipliant, pour jeter les bases de la culture humaine et veiller sur la moralité de l'humanité. Au cours des âges dans l'histoire, les êtres se sont réincarnés maintes et maintes fois, cycle après cycle, passant des dizaines de millions d'années à attendre. Au fur et à mesure, le corps véritable de l'être pour la plupart des gens dans ce monde, y compris toutes les ethnies, a eu toutes sortes de liens familiaux avec le Créateur. Ce qui fait que le Créateur a encore plus d'amour pour les gens de ce monde, ces gens. Avec l'arrivée de la phase finale de la fin, afin que la tâche d'apporter le salut soit encore mieux accomplie, si les êtres n'ont pas ce genre de lien avec le Créateur, il leur sera impossible de devenir un être humain à ce moment-là. Arrivés à ce moment, les corps véritables des gens de ce monde sont déjà tous devenus les siens, même les divinités auxquelles croient les gens de ce monde. Ces gens qui se sont réincarnés en hommes pour servir à enseigner le Fa ou le Tao appartiennent tous également au Créateur. L'objectif est que les divinités utilisent le corps humain afin de préparer une culture divine, pour qu'au moment final, le Créateur apporte le salut aux gens de ce monde. Les différentes religions orthodoxes qui restent existent également pour préserver la moralité humaine, en attendant le salut final apporté par le Créateur. Quant au Créateur, il a le droit d'aimer ces gens. Son amour sera encore plus grand pour ceux qu'il estime dignes d'amour. C'est son droit. Personne n'a le droit d'interférer. C'est la grâce suprême qu'il accorde aux êtres. Le Créateur est le Seigneur de toutes les divinités du corps céleste. Il est le Créateur du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Il est le souverain de tous les êtres, y compris de tous les êtres humains, de toutes les divinités et de toutes les choses des 3 mondes qu'il a créées. Son amour est la grâce sacrée la plus élevée pour tous les êtres. Pour un être humain de ce monde, avoir son amour est le plus grand honneur pour un être humain. Votre maître Li Hongshue, le 17 avril 2023. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez lire les articles « Pourquoi l'humanité existe-t-elle et pourquoi faut-il apporter le salut aux êtres ?», vous pouvez les trouver sur ntdtv.fr. Dans l'histoire chinoise, au cours de la période des 3 royaumes, en 220 à 280, de nombreux héros et personnages extraordinaires sont apparus. Parmi eux, il y avait un homme d'une grande habileté qui maîtrisait les techniques magiques et était doté de pouvoirs supranormaux. Il était si audacieux qu'il a même ridiculisé Cao Cao, un grand général de sa génération. Cet homme est Zuo Ci, dont le nom figure dans les chroniques des 3 royaumes et dans d'autres documents historiques. Zuo Ci était une personne hors du commun. À ses débuts,
Il a étudié le taoïsme avec un maître et est devenu par la suite un célèbre alchimiste. Cao Cao et Zuo Ci s'étaient rencontrés lors d'un banquet, où l'on a demandé à Zuo Ci de montrer ses capacités à Cao Cao. Zuo Ci a mis de l'eau claire dans un récipient en cuivre, puis a sorti 2 perches depuis le récipient à l'aide d'une canne à pêche. La perche était un poisson très rare à l'époque. On en trouvait seulement dans le sud de la Chine. Cao Cao a été émerveillé par les capacités impressionnantes de Zuo Ci. Un jour, au cours d'un voyage, Zuo Ci a sorti du vin et de la viande séchée en flux ininterrompu, jusqu'à ce que tous les soldats et fonctionnaires soient rassasiés. Cao Cao, surpris, a ordonné une enquête et a constaté que tout le vin et la viande des magasins environnants avaient inexplicablement disparu. C'est alors qu'il a commencé à se méfier de Zuo Ci et a voulu s'en débarrasser. Il a organisé un banquet en compagnie de Zuo Ci. Il avait ordonné à ses hommes à l'avance d'arrêter Zuo Ci et de le tuer sur place lorsqu'il aurait suffisamment bu et mangé. Cependant, lorsque tout était prêt, Zuo Ci a soudainement disparu dans le mur de la salle du banquet. Après avoir traversé le mur, Zuo Ci n'est pas allé bien loin. Il est simplement parti errer dans les rues. Alors, Cao Cao a ordonné à ses soldats de l'arrêter. En utilisant une capacité magique, Zuo Ci a fait en sorte que les hommes, les femmes et les enfants de la rue lui ressemblent tous, afin que les soldats ne sachent pas où se trouvait le vrai Zuo Ci. Une autre fois, quelqu'un a aperçu Zuo Ci dans une montagne et l'a signalé à Cao Cao. Ce dernier a immédiatement dépêché des gens pour l'arrêter. Quand ils l'ont poursuivi jusqu'au sommet de la montagne, Zuo Ci s'est transformé en mouton et est entré dans un troupeau. Cao Cao savait qu'il était impossible de trouver Zuo Ci par des moyens ordinaires. Alors, il a dit en direction du troupeau : « Je n'avais pas l'intention de vous faire du mal. Je voulais juste mettre vos capacités à l'épreuve. » En entendant ces mots, un vieux mouton s'est mis debout, saluant Cao Cao avec ses sabots et a dit : « Si vous ne voulez pas me faire du mal, pourquoi faites-vous tant d'histoires ? » À l'instant même où les hommes de Cao Cao ont eu l'intention de sauter sur ce vieux mouton, tous les moutons sont devenus identiques, debout dans la même position et disant : « Pourquoi faites-vous tant d'histoires ?» En voyant les pouvoirs extraordinaires de Zuo Ci, Cao Cao a finalement renoncé à l'idée de le capturer. Plus tard, Zuo Ci a dit à son disciple Ke Xuan qu'il n'était plus intéressé par le monde humain et qu'il voulait aller pratiquer la pilule des 9 rotations. Il s'est envolé sur le dos d'un oiseau et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Dans le livre « Biographie des divinités et des immortels » datant du IVe siècle, d'autres expériences étonnantes de Zuo Ci sont inscrites. La légende de Zuo Ci, célèbre prodige taoïste de l'histoire chinoise, a toujours été source de grand intérêt au sein de la population. Elle s'est transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui.